Du coup, on peut passer aux sorties de la semaine. Oui, Tac. tu veux parler de quoi en premier? Je pense que je vais parler de Spectateur, tiens, en premier. Ah, putain, c'est que t'as vu ça? Oui, oui, oui. Oui, Oh oui, là oui, là. oui, oui. Non, mais Oh les USB. alors, attendez, sortie de la semaine. Alors, donc, Attention, on va parler d'un film de merde. attention, film de merde, attention à la mousse. Il y en aura beaucoup des films de merde. Ah, mais mine de rien, c'est vrai que. Alors, après, attends, il y en a un que t'as pas aimé, mais. Pour des en bonnes vrai, raisons. Ah, pour des bonnes raisons. Putain, Non, vas-y, vraiment. vas-y, parle de Spectateur. Mais bref, mais du coup, Spectateur, donc du coup, c'est le dernier film de Arnaud Desplechin. Je regarde juste parce qu'il me semble. Non, ça va, je crois pas qu'il y ait des trucs vraiment dégueulasses dedans. Et donc, du coup, Arnaud Desplechin, moi, il faut savoir, je connaissais que Roubaix une lumière de lui. C'est tout. Et du coup, je me dis, tiens, il sort un film qui s'appelle Spectateur. Et en fait, c'est l'affiche qui m'a intrigué, où en fait, ça met plein de films en avant. Et je me dis, ah, ok, en fait, ça va être une sorte de film. Un peu film essai sur le cinéma, et c'est un peu le cas. En fait, ça mêle plein de genres, mais globalement, c'est un peu un film essai, un peu un film avec des séquences filmées de fiction, où tu dis, bon, ok, pourquoi pas, et ça retrace un peu ce portrait d'une personne qui découvre le cinéma, et qui va au cinéma, et qui a des amours, vit sa vie, etc., selon le rythme du cinéma, tout ça. Et où globalement, du coup, il se passe plein de trucs, etc. Il va en études de cinéma. Et c'est rythmé aussi par des bouts avec, voilà, c'est cette affiche-là, enfin, c'est ce genre de truc-là où en fait ça met en avant plein de films. Vous pouvez peut-être en reconnaître certains. Et en fait, entre-temps, il y a des petites phases un petit peu plus vidéo-essai, vidéo-documentaire, je sais pas trop exactement comment le décrire. Des enfants terribles. Et, et du coup, avec certains des films qui sont mis là-dedans, que ce soit King Kong, No Country for Old Hill, etc. Généralement, c'est un petit peu thématisé. Il y a une grosse partie sur Shoah de Claude Lanzmann également. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Et c'est vu comme une lettre d'amour au cinéma. Et plus qu'une lettre d'amour au cinéma, une lettre d'amour au spectateur. Si seulement. Si seulement, si c'est ça une lettre d'amour, bon, c'est pas terrible, hein, on va être honnête, moi personnellement je suis vraiment passé à côté. J'ai vraiment pas aimé. Pour info, j'étais en avant-première au UGC Léal, et j'étais à côté de quelqu'un qui a souvent rigolé, mais genre un peu en mode c'est quoi cette merde, tu vois. Et je rejoignais souvent cette personne dans les moqueries, parce que vraiment il y avait des moments où je me suis dit, ah ouais, Genre t'en as un en tête là? en fait je l'ai vu il y a 2 semaines aussi, c'est un peu ça le problème, mais franchement ouais, il y a ce côté où alors il y a des moments qui m'ont fait rire, mais aussi parce que c'est des private jokes type le cinéma c'est 24 fois la photographie c'est la vérité, le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde, tout ça. Et il y a des petits moments un peu chelous, même un peu dans ce que ça dit. Je me dis, ah ouais, ok. La fin, j'ai vraiment éclaté de rire. Je me suis dit, ah ouais, ça finit comme ça, putain. C'est pas que ça finit mal, c'est que ça finit un peu en queue de poisson. Oh yes. Mais ça finit un peu en queue de poisson d'un coup. Ah ouais, putain. Après, il y a des scènes rigolotes, il y a des trucs rigolos qui sont dits au milieu, etc. Mais il y a des moments, notamment, il y a un moment où juste c'est dans un bar et tu sais pas trop, enfin c'est fictionné du coup, mais ça discute de Bazin pendant 3 heures. T'es en mode, ah ouais, bon, ok, et c'est juste, du coup, moi j'ai un peu les rêves parce que j'ai lu du Bazin et je me dis ok, mais je me dis qu'est-ce que c'est pour tout ça, quoi. Et effectivement, il y a ce côté film de Fémis, globalement. Vraiment, c'est-à-dire film, je pense que pour les étudiants à Fémis, il est vraiment super. Même pour les étudiants en cinéma, un peu L1, L2, des trucs du genre, c'est probablement très bien. Mais il y a ce côté un peu trop sacralisation du cinéma qui, moi, perso... Oui, ça a l'air horrible sur ça. Qui, moi, perso, me fait un peu chier. Tu vois, genre, au bout d'un moment, je suis en mode, ah, le cinéma, c'est magnifique, etc. Le cinéma. Finalement, ça se regarde beaucoup. Tu vois, il y a ce côté-là où c'est un film qui se regarde beaucoup et où il y a 2-3 moments un peu marrants, mais où globalement, bon,
J'en retiens pas grand chose. Du coup, ça a l'air d'être littéralement de la masturbation, quoi. Bah oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est dans un musée. Je sais pas si c'est fictionné ou si c'est un vrai directeur de musée. Où c'est dans un musée et ça regarde des peintures. Et il y en a un où ça dit regardez sur cette peinture, on voit des spectateurs. Les spectateurs qui regardent le peintre en train de peindre sa peinture. Et les ombres de ces spectateurs se retrouvent dans la peinture. C'est quelque part les premiers spectateurs de cinéma, en fait. Mais j'étais là en mode ah ça va. Il regarde une toile. En fait, moi j'aime bien la branlette. Toile de cinéma. J'aime bien la branlette, hein, franchement, mais tout le temps, ça va quoi, ça va. Et il y a une phase intéressante où ça parle de Shoah, de Claude Lanzmann et sur son impact, etc. Qui est vraiment assez concise, assez bien faite et tout. Je me dis, il y a quand même quelque chose qui s'en dégage. Mais le reste, bon, on retient pas grand chose. Très bonne performance de la part des acteurs, notamment lui qu'on a retrouvé, que je retrouve à l'abordage, je sais plus son nom, de Guillaume Braque. Je sais plus le nom de l'acteur, mais voilà, excellent acteur. On retrouve Milo, j'ai oublié son nom de famille, de Anatomie d'une chute. Je suis très content de le voir également. Ah, c'est lui. Oui, et il après... est pas aveugle. En fait, il voyait depuis le début, il aurait pu le dire. Et voilà, mais globalement, en fait, ça se découpe en chapitres. Les titres de chapitres sont immondes, vraiment immondes, j'ai jamais vu ça. Genre, c'est du rouge avec une sorte de glow blanc, mais qui va un peu à l'intérieur, etc. Et je me dis, c'est dégueulasse. Et globalement, ça se découpe en chapitres. Et il y a certains chapitres où je me dis, c'est pas mal. Et d'autres où je me dis, franchement, c'est désastreux. Pourquoi tu m'as infligé ça? Et voilà, mais globalement... C'est le film qui donne raison aux mecs en mode le cinéma français c'est de la merde, de branleurs illétistes. Bah non, parce que pour le coup c'est plus un film vraiment expérimental en vrai, pour le coup. C'est ce que je retiens, parce que c'est quand même un film vraiment expérimental en vrai. Parce que ça a l'air d'être plus une succession de personnages qui vont au cinéma, quoi. Non, c'est pas ça, franchement c'est pas ça, parce qu'il y a vraiment des phases avec des extraits de films en fait, un peu à la blow-up de Arte, tu vois. Un peu ça, où ça décrit des scènes, où ça dit des choses. Et notamment, voilà, je viens de me souvenir d'un moment un peu cringe qui m'a fait rire. C'est en fait, t'as une scène qui est montrée de Coup de foudre à Notting Hill, où t'as Hugh Grant qui est sous le lit et qui est sous la couette, tu vois, et qui soulève la couette pour regarder les seins de Julia Roberts. Et ça dit, c'est le spectateur qu'on envie puisqu'il regarde les seins de Julia Roberts, la chose la plus convoitée au monde. Est-ce que c'est la voix d'Arnaud Desplechin? Je crois que c'est la voix d'Arnaud Desplechin. En mode... Ouais. Est-ce qu'il chuchote? Non, il chuchote pas, ça va quand même. Ça va. Il parle normalement. Mais tu dis, ah ouais, alors c'est pas exactement dit comme ça en vrai. Encore une fois, j'ai vu le film il y a 2 semaines, j'ai des souvenirs un peu vagues. Les tchouches de Julien. Mais voilà, il y a quand même ce truc un peu malaise. Quoi, globalement. Bon, n'allez pas le voir du coup. Voilà, c'est globalement... Moi, j'irai pas le voir. Il y a mieux à voir, Mémoire d'un escargot, donc c'est le dernier film de Adam Elliott. Adam Elliott, il est très connu pour avoir fait notamment Marie et Max. Bah oui, non mais c'est vraiment... il est notamment très connu pour avoir fait Marie et Max, qui est un splendide film vraiment très bien fait. Faut savoir, ça c'est ce que tu m'avais dit Brivan, c'est que il a en fait une sorte de maladie au niveau des mains, enfin il a un truc qui fait que son cinéma et sa manière d'animer de la stop motion, c'est pas aussi clean que du Hardman par exemple. En gros, alors je sais plus si c'est un handicap moteur ou mental, mais je crois que c'est moteur. Et en fait, du coup, c'est pas parce qu'il y a une team de professionnels derrière ça, et même oui. Marie et Max, c'est pas tout seul. Mais ses premiers films, en fait, c'est que c'est la DA de sa pâte à modeler, en fait. Du coup, les personnages sont un peu déformés, un peu comme ça, mais parce que c'est comme ça qu'il faisait ses personnages, parce qu'il avait un problème moteur, enfin, il a un problème moteur, qui fait que il y a une DA bizarre. Il a un tremblement physiologique, en fait, c'est ça. Voilà, je lis ça sur Wikipédia. T'inquiète, Inter, après, il y a le film sur Marc Dutroux. Ouais, super. Et sur l'éducation militaire brésilienne. Super, c'est vraiment la journée de la joie. Hein. Mais en tout cas, du coup, Mémoire d'un escargot, ça raconte l'histoire de, je ne sais plus son nom, de Grace Puddle, qui du coup est une petite fille d'Australie. C'est un film plus ou moins autobiographique, en vrai, de la part d'Adam Elliott, parce que ça se passe en Australie, il y a des thèmes qui lui sont propres, il y a des choses qu'a vécu en fait Adam Elliott qui sont dans le film. Et du coup c'est vraiment un film sur comment dire, je pourrais le résumer très platement en disant un seul être vous manque et le monde est dépeuplé, tu vois, un truc du genre. C'est-à-dire que c'est vraiment un film sur ce côté, le monde est extrêmement triste, le monde est extrêmement douloureux, le monde est méchant,
Le monde est méchant. Le monde est méchant et le monde est atroce. Mais il y a de la beauté quelque part également. Il y a de la beauté aussi dans d'autres endroits. Et il y a quelque chose qui peut être lumineux ailleurs. C'est juste qu'il va falloir passer par énormément de mocheté et de méchanceté partout ailleurs. Et c'est pas forcément parce qu'on est moche dans la vraie vie que... Enfin, parce qu'on est moche dans la vraie vie. Parce qu'il y a un peu ce côté-là dans le film de Adam Elliott où tous les persos sont un peu moches, on va dire. Mais, Finalement, en fait, les pires, ce sont les gens qui sont dans le paraître, etc. Il y a vraiment ce côté-là. mais en fait, c'est ça qui est... Enfin, en tout cas, moi, dans Mireille et Max, parce que j'ai pas vu Murder Escargot, je vais le voir C'est demain. dans la même veine, globalement. C'est que, en fait, ce qui est ouf, c'est qu'ils utilisent la stop motion et des designs ultra cartoon pour juste te parler de la réalité, en fait, et de l'amoureuseté du quotidien. En fait, c'est qu'ils utilisent les choses les plus les moyens de mise en scène les plus fantasques possibles pour, enfin, de production, c'est-à-dire la stop motion et l'animation pour exacerber la morosité. Donc les designs un peu moches, bizarres, ben, genre là tu vois la meuf qui fume, tu sens l'odeur de clope froid, tu sens l'odeur même des couleurs et t'es là en mode bah finalement l'animation n'est même pas un échappatoire et ça rend le côté tout gris, tout morose de sa DA un peu bizarre. Je trouve en plus que... Je trouve en plus que dans ce film-là, il se surpasse beaucoup au niveau de sa mise en scène et de son utilisation de la caméra. Parce qu'il y a vraiment un côté plastique où tu sens la matière, comme tu l'as dit. Mais il y a aussi un truc où, dans sa caméra est un peu plus mouvante. Alors j'ai vu le film en même temps que voilà, c'est comique, ça se trouve je confonds entre les deux. Mais je crois que c'est un des seuls films que j'ai vu en stop motion dans laquelle il y a un travelling compensé. Ce qui pourtant est une méthode et un truc totalement bête à faire et même très classique. Mais tu dis pour la première fois je vois ça. Et pour la première fois je vois un peu des mouvements de caméra et pas juste des plans très fixes et très droits. Il y a quand même quelque chose où j'avais pas vu ça depuis très longtemps, depuis peut-être L'étrange Noël de Monsieur Jack, d'avoir cette caméra qui est vraiment très flottante et qui fait vraiment plaisir à voir. Alors c'est quelques plans dans le long du film, mais vraiment ça transporte beaucoup et quand tu sais le charme, enfin la quantité de travail qu'il y a autour d'un film en stop motion, ça fait extrêmement plaisir de voir ça quoi. Et enfin voilà, globalement c'est un film magnifique. Vraiment, c'est un film magnifique. Ouais, c'est hyper bien animé en plus. Et voilà. Et moi, ça m'a particulièrement touché. Peut-être qu'encore une fois, je max. Mais voilà. Tu maries et Max. Et est-ce que c'est aussi déprimant que Marie et Max? Oui. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Il y a des côtés. Après, l'avantage, c'est que ça finit bien. Ça va. Après, même Marie et Max, c'est une jolie fin. C'est juste qu'en fait, c'est que ça te parle. C'est éprouvant. Vraiment, c'est le côté. Ça se passe en Australie, mais le côté French Dream, quoi. C'est vraiment, bah, tu sens les banlieues pavillonnaires de merde, la couleur qui n'existe pas, les bâtiments de merde. L'inéchappatoire de la chose. C'est ça, et le mec est australien, et pourtant l'Australie, normalement, c'est censé être ultra exotique, et pourtant, bah, bon. On peut regarder ce film si on est dépressif. Après, oui. Ça dépend, si tu vis bien les films qui te dépriment. Oui, ça dépend, comme d'habitude. Mais voilà, mais en tout cas, ça reste quand même un peu comme Marie et Max, ça reste aussi très rigolo, ça reste aussi parfois un poil solaire. Et il y a des moments vraiment très beaux qui se passent, donc c'est voilà, c'est quand même c'est mon gros conseil de cette semaine en tout cas. Et du coup, Brivan, est-ce que tu veux parler de Mal d'Aurore? Alors, elle fait Mal d'Aurore. YM Guy, proposez-nous un film. Ah. On enchaînera. Coco, on te fera pas, je pense, ce soir. De toute façon, il a dit sur Discord qu'il a pas revu Marsupilami. Oh bah super. Mais YM Guy, n'hésite pas à nous proposer un film du coup. Mais du coup, Mal d'Aurore, est-ce que... Donc l'affaire Mal d'Aurore. Tu veux parler de Seven aussi ou pas? J'ai envie de t'en parler, bah peut-être moins longtemps alors. En substance, on va dire. Mal d'Aurore. Le film Mémoire d'escargot est actuellement au cinéma. Germaine Fourchette. Il est sorti hier. Ouais. T'as donc faut le soutenir si tu peux. Oui. Donc Belgique années 90, Marc Dutroux. Bon, sauf que c'est pas Marc Dutroux, c'est Marcel Dedieu. Attention. Donc voilà, tu suis l'enquête du point de vue d'Otoni Bajon, sorte de détective qui a tous les bons flairs, qui veut bien faire, sauf que la police est complètement dysfonctionnelle parce que ça se passe dans un contexte où en fait tu as les trois polices, donc police judiciaire, gendarmerie nationale et la gendarmerie locale vont fusionner en fait par une réforme de loi, et en fait cette fusion font que en fait les polices se détestent et il y a des jeux d'ego qui se communiquent pas entre eux, et bref. Et donc tout le film te raconte en fait le désastre Marc Dutroux
C'est Marc Dutroux, hein, Murat Soro. Ils ont changé les noms, je pense, pour des raisons il légales, peut-être. Marcel de Dieu, c'est MD, mais c'est les mêmes faits, c'est les pareils. Hein. Je pense qu'ils ont peut-être changé pour des raisons légales, a priori, mais c'est Marc Dutroux. Oui, ça se vend même sur les affiches en mode inspiré de l'affaire Marc Dutroux, etc. Mais c'est Marc Dutroux. Oui. Et donc voilà, donc ça parle un peu comme Memories of Murder, le dysfonctionnement total de la police qui aurait pu vraiment beaucoup plus vite appréhender ces choses-là, mais comme il croit pas le policier qui en fait a les bons flairs et qui devient obsessionnel avec son enquête, et les policiers qui font leur bataille d'ego et qui ont des infos qui mettent trop de temps à arriver et tout ça, ça fout la merde. Alors, un truc... D'ailleurs, il a commandé quoi? Le Prince d'Égypte, ok, mais j'ai pas vu, j'ai hâte de voir ça. Je suis juif. Alors, l'affaire Maldoror, j'ai détesté. Bon, on parle l'affaire Marc Dutroux en mode... donc voilà, Marc Dutroux, attention, sujet pointilleux, machin et tout, faut faire gaffe à traiter ce sujet. Bon, le film est hyper racoleur. J'ai dit, c'est du point de vue d'Anthony Bajon. Le film dure 2h30. T'as bien 30-20 minutes au moins de scènes tout au long du film. Bien badante qui te montre à un moment, ça va ouvrir une camionnette, tu vas avoir deux petites filles qui dorment dedans et tu vas voir un mec après qui regarde autour, qui va rentrer dans la camionnette et qui va fermer. Et t'as le Marc Dutroux, parce qu'il est lui là, c'est lui Marc Dutroux, qui va regarder autour et qui va les rejoindre. Tu vas voir des dessins d'enfants où tu vas voir un homme. C'est la meuf dans la récréation de juillet, pardon. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est elle. Et enfin bref, en gros, je trouve le film hyper pervers et racoleur, à te créer une ambiance nauséabonde sur un fait réel en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment voyeuriste chelou, à te créer des séquences horrifiques d'horreur. Et c'est ça c'est pas un moment au début ou un moment à la fin, c'est cela tout le long du film. Et un moment où le film où t'as carrément un arc qui se passe du point de vue de Marcel Dedieu. Donc je suis vraiment en mode, vraiment frérot, calme-toi, arrête. Il voulait vraiment choquer, j'ai l'impression, peut-être. Bah oui, en fait, et c'est ça qui fait que c'est ultra pervers, tout en ayant du coup le point de vue d'Anthony Bajon qui est un film vu et revu et revu et revu et revu sur, comme j'ai dit, ça a déjà été fait, la police dysfonctionnelle, Anthony Bajon qui devient obsessionnel, attention, il va devenir père et il a une chérie dans le film, qu'est-ce qui va se passer? Il va ne plus la considérer, ils vont s'engueuler, il va s'engueuler, etc. Elle va avoir peur et du coup il va être un peu violent avec elle. Et qu'est-ce qu'il va se faire? Il va être viré de la police parce qu'il va mal parler à son office. Enfin bref, c'est tous les poncifs. Et en plus de ça, le film, tu vois, pour pas dire les bons points, c'est Fabrice Duvels, donc Adoration que j'ai vu, Inexorable, qui sont des films que je trouve chouettes. Donc il y a quand même des idées de plans, de scènes, de séquences, de photographie, de son qui sont efficaces. C'est un film qui est bien fait. Mais au service, moi, je trouve de quelque chose qui est détestable. Comme j'ai dit, son traitement hyper racoleur et pervers et facile. Il rend monstrueux du trou. Oui, il le traite comme un monstre. Et en plus, le casting des méchants, parce qu'il y a le côté trafic de drogue et trafic pédophile, ça va pas t'épargner des trucs ça. Genre vraiment, t'en as un, il a des dreads, il est sale, il est moche, et puis il va comme ça, et à un moment, il est dans la camionnette, il règle une caméra avec un verre, une vitre teintée. Et tu t'imagines bien que la caméra, ça va être pour filmer les vieux qui violent les gosses. Tu vas pas voir le viol, mais tu vas voir plus tard dans le film, évidemment, des gosses qui arrivent et des vieux qui se déshabillent dans la camionnette. Hein. Au bout de 2 heures de film, après plein de moments bien racoleurs aussi vénères. Et donc, t'es là en mode... Et puis voilà, le mec, c'est un mec qui a une mauvaise dentition, qui est sale, qui est comme ça. Et quand il règle la caméra, il est en mode... Je déconne pas, tu vois. C'est un snuff movie, il filmait comme un épisode de Unknown Movies, quoi. C'est ridicule. C'est ridicule tout le long. Et tu n'y crois pas. Et du coup, tu sens qu'il joue avec cette affaire Marc Dutroux en étant pervers. Et moi, je trouvais ça ridicule, servi par une intrigue téléphonie vue et revue. Et là, si vous voulez pas vous faire spoil, attendez que on n'est plus sur l'extrait parce que le film, je m'attendais pas à ce qu'il aille là-dedans. Il s'inspire du film de Tarantino, le dernier Boulevard Hollywood là. Once Upon a Time in Hollywood. Il va réécrire l'histoire, c'est-à-dire que Marc Dutroux se fait appréhender, se fait arrêter, sauf que dans le film Maldoror, il réussit à se faire évader par des gangsters néo-nazis, parce que oui, il y a ça, à un moment, il a une grande affiche SS dans sa cave, Marc Dutroux, hein, par des néo-nazis, et du coup, Anthony Bajon va le traquer. Traquer en mode Tsum Tsum, parce qu'il y a un faux passeport et tout, et du coup ça vire en mode vigilante movie à l'inspecteur Harry où il va buter Marc Dutroux.
Voilà. Et c'est mis en relation au début, en fait, que quand t'as les affiches en mode journaux, etc., t'as des gens qui commandent, faut le buter, Marc Dutroux, et Anthony Baggio qui mais non, mais ça marche pas comme ça, la police, faut pas le buter. Et en fait, à la fin, si, faut le buter parce que c'est un monstre pervers, horrible, à la fin, qui rigole. T'as même un moment où il le braque avec son flingue, Anthony Baggio, et t'as Marc Dutroux qui est en mode, mais t'es un flic, toi, tu peux rien me faire. Il rigole comme un méchant. Hein. Il rigole comme un méchant avant de se barrer. Donc, c'est vraiment, je trouve, ridicule. Et détestable parce que ça joue avec un vrai drame horrible, et il n'y a même pas ce recul un peu que tu peux avoir avec... C'est vraiment pervers, et je trouve que Fabrice Duvel se rétame complètement. Je suis vraiment pas de la team Moraine, etc. par rapport à ça, mais il y a quand même un traitement à avoir qui, là, je trouve détestable. C'est ça mon mot, c'est que je trouve le film détestable. Et ça, je suis déçu, parce que moi, j'attendais quelque chose du dernier Fabrice Duvel. Okay. Donc celui-là, vraiment, j'ai eu un effet viscéral, et en plus d'être je trouve, film très très mal écrit. Et du coup, je me posais la question, mais attends, tout ce traitement de la perversité, du côté glauque, gore, machin et tout, pourquoi je trouve ça exceptionnel dans Ice of the Devil, dans les polars coréens, le côté pervers, ben, je pense c'est parce que déjà c'est fictionnel, que bon, c'est des meilleurs films en termes de Memories of Murder n'est pas fictionnel par contre. Non, mais pareil, les scènes de mort, c'est quoi? Ben, c'est juste un POV très succinct. Et sinon, c'est pas aussi racoleur. Et puis c'est plus élégant. Le tueur est symbolisé par la pluie qui arrive. Tout simplement. Et quand il y a la pluie, t'es terrorisé et t'as juste des plans vite fait, POV, et t'as même le moment où un peu en mode screamer POV, où t'as un flash blanc qui arrive, tu vois, c'est succinct. Et ça te crée une ambiance. Là, ça te crée pas d'ambiance parce que toutes les 20 minutes, tu vois Marc Dutroux qui fête un anniversaire et qui écrase des pilules pour mettre des gars... pour endormir les petites filles, qui va les amener dans sa cave, dans le gâteau. Tu vas avoir des moments où t'as quelqu'un qui... En fait, tu vas avoir constamment des scènes racoleuses, badantes. Donc, il n'y a aucune ambiance poisseuse. C'est juste, regarde, il est pédophile, il est moche. Bah, super, oui, bah, merci. Donc, et du coup, ce côté pervers qu'il y a dans Ice of the Devil, pourquoi je trouve ça génial? Bah, parce que, en fait, le personnage est pervers. Les deux personnages sont pervers, même le gentil flic. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeu du chat de la souris qui n'en finit pas et qui va causer la perte de la famille... Pardon, du spoil. Du flic dans Ice of the Devil vient de son propre jeu, en fait. En fait, il y a une vraie... Et c'est vraiment malin. Park Chan-wook, la fin de Old Boy, je vais pas dire pourquoi, mais il y a vraiment une cassure totale du personnage principal, parce que c'est trop, c'est trop. Et donc, le côté hyper grand guignol des émotions est totalement raccord. Dans The Chaser, ce qui est le plus à rapprocher, je trouve, du dossier Maldoror, en termes de traitement d'une police dysfonctionnelle où tu vois beaucoup le tueur, c'est qu'en fait, il y a un traitement limite comique, ridicule, qui amplifie l'horreur de la chose. T'es en mode, mais les flics, ils prennent pas au sérieux la chose, et t'as un vrai objet de cinéma qui est pas... Enfin, je crois pas que The Chaser est lié à un vrai tueur en série, mais surtout que c'est un tueur en série qui tue des gens, qui est un peu pervers bizarre, mais qui tue des gens. Là, c'est Marc Dutroux, donc il y a un peu le côté pédophile, pervers, bizarre, étiré. Et c'est pas tendu parce que, bah aussi, c'est long, c'est du temps à se mettre en place, ça dure 2h30, t'es vraiment en mode... Ça patine immensément, et donc c'est pour ça, je trouve que l'affaire Maldoror, qui je trouve détestable, alors que pourtant ce traitement-là, je le trouve exceptionnel dans les thrillers coréens ou dans Seven que j'ai rattrapé rapidement. Mais Seven, pareil, le tueur, on est à aucun moment de son point de vue. Bah oui, il arrive à la fin, il arrive sur le 3e acte comme ça. Mais oui, on voit que l'après, on voit que les gens traumatisés, on voit que la souffrance qu'il a causée ou les dégâts qu'il a causés. Oui. Donc il y a vraiment ce côté. Et puis pareil, pour moi ça joue beaucoup, juste en termes de mise en scène, comment c'est cadré, en termes de qualité artistique, les films que j'ai cités sont infiniment supérieurs à ceux-là. Donc en plus, t'as des moments stylisés qui sont appuyés en mode les gros zooms avec de la grande... Bah là, le zoom sur la cave où il y a les petits filles derrière, bah, dis-toi, c'est appuyé par une grande musique pesante. C'est vulgaire, quoi. Il y a ce côté-là. Et en plus, un peu de surjeu. Un peu de surjeu aussi. Donc, le casting, je l'aime bien, mais surjeu. Dommage, même si Bajon, très très fort. Le mec avec le cachet, il est trop stylé. Enfin, il a un maquillage trop stylé, mais... Super. Je vais isoler ça pour te faire parler de Le Pen. Non, mais en fait, c'est que... Pourquoi je parle en mettant avec les Coréens, parce que quand j'ai vu ce film, j'étais en mode, attends, pourquoi je déteste ce que je vois, alors que c'est précisément ce que je trouve magnifique, exceptionnel dans Ice of the Devil. Et je pense c'est parce que, en fait, tout simplement, Fabrice Duvels, sur ce film-là, n'a pas fait un très bon boulot, tout simplement. Alors que c'est les mêmes sujets et que il y a une distance qui est mise
dans les films coréens, soit parce que ça va vraiment dans le genre, ou alors justement parce que c'est plus élégant comme dans Memories of Murder. Et voilà quoi, je ne recommande vraiment pas La Ferme Aldera, c'était un très mauvais moment en salle. Il y a des beaux plans, le générique du début est sympa, mais bon. I saw the devil. J'ai rencontré le diable, qui est vraiment pour le coup un chef-d'œuvre de film noir thriller poisseux, un peu pervers, mais là où c'est bien traité quoi. Donc voilà, j'espère que j'étais clair et pas trop répétitif. Oui, non, mais ça va, c'est juste effectivement, c'est des réflexions en fait qui viennent devant parfois des films où tu te dis je suis censé aimer mais je suis pas dedans. Mais tu vois, on parlait avec les flops là en mode voir des. En soi, c'est pas un mauvais film. Enfin, je trouve que c'est de la merde, mais que c'est pas un mauvais film comme peuvent l'être les merdes de Vaincre ou Mourir ou tout ça, tu vois. Oui, non, mais c'est pas Borderlands. C'est plutôt bien fait, voilà. C'est pas une catastrophe. C'est un film raté pour toi. Voilà, c'est raté aussi, et surtout au niveau de l'écriture, mais même c'est la mise en scène aussi que je parle de mon problème. Enfin bref, et c'est là qu'on disait que c'est bien de voir aussi des films comme ça parce que ce film je l'ai détesté et je suis en mode pourquoi. Et du coup j'ai cogité. Mais ce film-là, vraiment, ça j'en parle, ça va être enfin, on est au début de l'année, mais si on fait les flops, putain, il risque d'être flopant celui-là. Hein. Je le trouve vraiment désastreux, sachant que je suis déçu parce que vraiment Adoration inexorable, qui ne sont vraiment pas des films parfaits. Et je les trouve vraiment intéressants et des bons films pour le coup. Là, celui-là, je le trouve ridicule et détestable. Voilà, moi, c'est le mot, c'est détestable. Alors, du coup, on peut parler de Je suis toujours là. Après, c'est vrai que le sujet ne m'intéresse pas non plus des masses. Bah, non, mais t'inquiète, c'est normal, hein, en vrai. Oh, le stream m'ennuie, donnez des bits pour réveiller. Oh, je m'ennuie, mais du coup. Oh, un truc qui m'ennuie encore plus. Oh mais vraiment, mais quel connard. Du coup, on peut parler d'un des films sortis cette semaine qui est Je suis toujours là de Walter Sall. Moi, j'ai pas vu d'autres films de ce réalisateur précédemment. Et du coup, Je suis toujours là. Donc, ça raconte l'histoire d'une famille qui vit à Rio de Janeiro dans les années 70. J'ai voulu faire le même. C'était la blague. J'ai compris. Oui. Explique pas. Qui vit à Rio de Janeiro en 1970, sous la dictature du coup militaire du Brésil. Et il se trouve qu'un jour, du coup, il se trouve que du coup, un jour, le père de famille va partir. Il va se faire arrêter par la dictature militaire. La police lui dit suivez-moi. Et il ne va plus jamais revenir. Et c'est inspiré du coup d'une histoire vraie. C'est une adaptation en fait d'un bouquin qui a été écrit par le fils de la famille. Alors, qu'en as-tu pensé, Brivan? Toi, je sais que tu t'es ennuyé. Bah, en fait, moi, ça va être rapide. C'est le genre de film, je suis en mode ah oui, le sujet est intéressant, sauf que je ne suis pas touché par les personnages, par la mise en scène. En fait, je trouve ça tout plat. En fait, je trouve ça très très plat. Et je m'ennuie vraiment. Et donc voilà, j'ai rien de plus à dire que je trouve ça très chiant. Okay. Et donc pas touchant, malgré un contexte qui est intéressant. Mais il y a rien, je trouve, il y a rien qui est habité par quelque chose de plus que une transposition au cinéma d'un contexte historique. T'as un peu fait en mode vue, j'ai appris des trucs, c'est sympa. On dirait un peu c'est genre les films que tu vois au lycée parce que ça prend une période historique, genre les suffragettes ou je vois, Pride. Ouais, après j'ai pas vu Pride, mais du coup il y a vraiment des films osés. 1492 de Ridley Scott ou des trucs genre. Après pour le coup c'est un peu mieux. Et donc je me suis vraiment beaucoup. Bah si, j'avais vu le carnet de voyage, les films sur Che Guevara qui étaient pareil, film de lycée qui était ok quoi. Tu sais, moi je pense au film La Vague là. Sur l'Allemagne et tout. Oui, là-bas c'est un téléfilm et tout, mais tu sais, qui a été vraiment diffusé de fou en salle. Ok, non, mais je comprends en vrai la vie. Et voilà, et le film était très long. Et il y a même un moment, alors j'ai failli être très insupportable dans la salle de cinéma, mais quand il y a eu une date, quand il y a eu un moment, je pensais que le film est fini, et en fait il reste encore 10 minutes parce que 2014, oui. Et dans la salle j'ai failli faire quoi. Je me suis j'ai fait quoi, c'est pas genre je m'apprêtais à lever de la salle en truc c'est bon, c'est enfin fini, et là je vois 2014, quoi j'ai failli faire audiblement putain encore.
Vraiment, voilà. il a détesté. J'ai pas détesté, mais j'ai passé vraiment un moment. Je me suis fait chier. Il a passé en célogramme. Bref, c'est plat quoi. C'est le truc qui fait bip bip, il fait bip. Voilà. Non, et puis aussi, mais bon, le bon point, bon, il y a quand même des bonnes performances. Déjà. Fernanda Torres qui a eu le Golden Globes pour ce rôle-là. C'est important de le souligner. La photographie est plutôt jolie. Et il y a quand même un très. Et en fait, le film s'est vraiment accentué autour de la thématique de la mémoire. Du deuil aussi. Du deuil et macro et micro, c'est-à-dire que des souvenirs. C'est comme reconnaître les crimes de guerre et reconnaître les morts-là sont hyper importantes pour les personnages, pour qu'il y ait de la justice et pour qu'il y ait vraiment pour aller vers vraiment un nouveau départ, quoi. Et pas de. Sans justice, il peut pas faire de société, et voilà, le devoir de mémoire qui est représenté par beaucoup de photographies de ce que tu filmes et genre de choses. Et voilà quoi. Et bah du coup, moi je vais donner mon avis parce que moi, pour le coup, le film m'a particulièrement touché. Oui, ce qui est pas aussi, c'est que je comptais complètement skip le film, et en fait, je suis allé parce que Paf l'avait beaucoup recommandé. Et j'étais en mode et en fait, j'étais en mode j'aurais pu totalement ne jamais le voir de ma vie, ça aurait rien changé. Putain, vraiment. Mais en tout cas, du coup, moi, ça m'a particulièrement touché. En fait, parce qu'il y a ce truc, moi, j'avais entendu parler du film parce que j'avais vu des avis de type des gens qui disaient c'est fou comment toute la communauté d'Amérique latine a vécu la même histoire, tu vois, en mode il y a ce truc assez universel, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est sympa. Et puis même, je me dis, en vrai, t'apprends sur Rio de Janeiro et t'apprends sur plein de trucs. Alors déjà, il y a un aspect, en plus dont on n'a pas parlé, la reconstitution historique est assez bluffante, vraiment. Je me dis, waouh, c'est... Après, j'ai l'impression qu'il y a des images de docu dedans, enfin des vraies images, tu vois, parce que il y a quand même un vrai truc où il y a un moment, notamment au début, ce qui est montré au début de la bande-annonce, où en fait ça va dans les villes de Rio et ça filme des trucs. Enfin, puisque une des filles, parce qu'il y a 4 filles et un garçon, et une des filles notamment, en fait, veut être réalisatrice, etc. Et donc, du coup, il y a plein d'affiches de films chez elle, tout ça. Il y a une affiche de la chinoise de Godard, tout ça. Et du coup, il se trouve qu'elle filme du coup plein de souvenirs, tout ça. Donc, il y a tout cet aspect, la mémoire des choses, la transmission, le fait de revoir des vieilles cassettes, etc. qui est intéressant. Et du coup, elle filme des trucs et c'est montré. Et du coup, pour moi, j'ai l'impression quand même que c'est des images d'époque parce que c'est vraiment assez impressionnant. Dans ce côté années 70, etc. C'est vraiment chouette. Et du coup, Brian, tu voulais dire un truc sur cet aspect-là? Non, je dis juste que oui, c'est joli. Après, il pourrait y avoir des anachronismes, je pourrais pas les capter. Oui, non, mais bien sûr. Nous ne sommes pas des Brésiliens. Mais tu sais, quand tu vois les vieilles voitures, des trucs du genre, quand tu vois. Ah oui, mais c'est convaincant, visuellement, c'est convaincant, mais je pourrais pas dire. Après, mais je pense que c'est une qualité, mais tu vois. Même la photographie, tu vois, qui accompagne ça, où ça fait un peu vieillot, et où, du coup, il y a 2 timeskips, on va dire. Enfin, oui, 2 timeskips et 3 périodes un peu montrées sans trop en dire. Revan a déjà dit qu'il y avait un moment en 2014, moi ça m'a surpris, je me suis dit, ah oui. Mais bref, c'est pas grave, c'est pas une grosse surprise non plus. De toute façon, spoiler les films, encore une fois, notre débat, bref. Mais en tout cas, il y a 3 périodes et en fait, ça évolue progressivement. Un peu comme dans The Apprentice où c'est, au départ, c'est un truc filmé en pellicule, après c'est filmé en cassette et puis après, c'est beaucoup plus réaliste. Enfin, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus moderne, surtout. Et ça, là-dessus, moi, ça m'a plutôt bluffé, même dans les costumes, c'est vraiment, vraiment chouette. Et il y a un vrai côté où ça m'a beaucoup entraîné, je pense, dans le film. Mais ce qui m'a beaucoup entraîné, évidemment, c'est aussi les thèmes, tu vois, et comment c'est appuyé. Alors toi, tu disais que la mise en scène était plate. Moi, je trouve elle est vraiment, vraiment chouette en fait, de nous faire plonger dans le point de vue d'un peu chaque membre de la famille, mais de manière différente. Et en fait, de plonger dans... de se dire je me reconnais dans la femme et en même temps je me reconnais dans le père, en même temps je me reconnais dans la petite fille et je me reconnais dans la grande fille et je me reconnais dans le machin, et du coup on va passer par tout un panel d'émotions qui moi perso m'a beaucoup touché, hein. C'est quand même ce que je retiens aussi du film, c'est que ça m'a beaucoup touché à ce niveau là, et dans ce côté expérience encore plus universelle, j'ai l'impression, que l'expérience d'Amérique latine, de tout ce que j'ai pu voir, parce que il y a ce truc où vraiment je me reconnais dans ces personnes, dans cette expérience du deuil, mais du deuil lent, c'est-à-dire du deuil, mais de la réalisation très lente que la personne est partie. Et moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, dans mon histoire personnelle, etc. De ce truc du quelqu'un est parti,
mais tu le réalises pas en fait. Et t'as ce truc un peu tout con de à un moment on a tous fermé nos 3DS, à un moment on a tous fermé nos Nintendo DS, on les a jamais rouvertes, tu vois. Il y a ce truc où en fait tu te rends compte du temps qui est passé, tu vois. Et t'as ce truc, Rivan qui va juste ouvrir sa 3DS pour me dire non. Voilà, alors pour démonter ton argument, je vais rouvrir ma 3DS. Vraiment. C'est long, hein, je vais te laisser faire. Hein. Tu sais quoi, je vais rien dire. Voilà, j'ai niqué l'argumentaire de Paf. Mais c'est une 3DS et moi j'ai dit une DS. Allez, ta gueule. Bah, j'en ai plus pas de DS moi. Je rouvre ma DS de temps en temps pour pas oublier. Bah vous voyez que ça pourrait vous toucher en vrai, hein, si vous êtes comme ça et tout. Mais il y a un vrai truc où en fait après moi pareil ma 3DS je l'utilisais de fou il y a 2 ans. Donc bon. Mais il y a un vrai truc où c'est une expérience, tu sais, du deuil très lent en fait et très voilà, encore une fois très lent et très bah, où tu réalises pas en fait que la personne est partie. Ça peut être la même avec par exemple une personne qui a une maladie type Alzheimer, tout ça, ou une vieillesse absolue où tu te dis tiens, il y a quand même un truc où la personne est partie mais j'en suis pas conscient quoi. Ouais, ils se barrent. Mais et ça c'est un vrai message du film qui moi m'a particulièrement touché et où je me dis il y a quand même quelque chose à en soutirer et où je pense que c'est beaucoup plus universel même que l'Amérique latine, tout ça. Et bah effectivement voilà, Brivan le mentionnait, mais quelle performance, hein, c'est quand même un truc, que ce soit les gosses, que ce soit la mère de famille qui vraiment est époustouflante. Gros travail aussi à un moment, sans trop en dire sur... alors que ce soit parce que du coup ça se passe sur 3 périodes différentes, et du coup il y a des castings différents à chaque fois, et ça là-dessus c'est vraiment plutôt bluffant, où vraiment il y a ce truc, bah voilà, Ursocool qui dit Here, bah je trouve là-dessus, c'est un peu la preuve que Here, c'est peut-être pas une fraude, mais qu'il y a ce vrai truc du recaster des acteurs, enfin caster des acteurs pour jouer des personnes plus vieilles, plus jeunes, etc. C'est plutôt pas mal. Ça va, Brian? Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'était que Here c'est un film de merde parce que I'm Still Here est là, il est toujours là, et que ça nous prouve que caster des acteurs plus jeunes ou plus vieux pour un même personnage, c'est quand même plutôt faisable. Et que tu reconnais immédiatement les personnages, quand bien même t'as genre 4 filles et que c'est quasiment les mêmes, tu reconnais les 4 différentes. Et tu te dis, ah oui, c'est compréhensible. Vrai. Tu compares avec Here, ça n'a rien parce à que voir. dans Here, il y a le rajeunissement numérique et du coup c'est différent. Oui, non, mais c'était pour troller, c'était pour troller. Oui, mais troll bien. Oh, mais ça. Oh là là. Mais on peut plus rigoler. Et mais du coup, voilà, excellente performance. Bravo le cinéma, globalement. Bravo le cinéma. Bah, moi, j'ai envie de dire, ne croyez pas à ce menteur de Paf. Parce que. Mais j'y suis allé parce qu'il m'a recommandé ce film. Hein. Je ne vois absolument rien de ce qu'il dit là-dedans. Enfin, si, le côté thématique, je comprends que ça touche, mais. Enfin, vraiment, moi, pardon, mais le message des Dragon Guy en mode Egirman plutôt. Pas trop content de reconnaître les Natina Kelwook. Bah oui, les gens. Non, moi je suis pas comme la meuf sur TikTok qui dit moi on reconnaît pas les persos de Squid Game, ils sont tous chinois. Voilà. Bah elle a raison. Et mais Brivan c'est une blague, Brivan rigole. Et j'ai fait le même de Squid Game. Oui. Et t'as non mais oui, des thématiques juste bah moi je trouve vraiment pas ça habité, je trouve ça purement illustratif et ça m'emmerde. Moi je te dis la mise en scène m'a porté, tu vois, genre je me suis dit il y a un vrai rythme. La ligne d'horizon elle est au milieu là. Quoi? La ligne d'horizon elle est au milieu là. Donc c'est chiant. C'est faux, elle bouge en plus. Elle bouge, du coup elle traverse et l'horizon c'est le haut du volcan. Je vois et de toute façon, bah, de toute façon le film il a bonne presse plutôt, mais bon vraiment. Mais ouais, non mais je comprends aussi de pas aimer, de pas rentrer dedans. Je me dis ok, pourquoi pas. Mais moi moi vraiment c'est même pas en mode vraiment je ne vois pas ce qu'il y a de bien vraiment dedans quoi. Thématiquement c'est intéressant mais okay. J'ai envie de dire et 1 million d'euros. Ça serait des bourgeois français, t'aurais pas le même avis. Voilà, c'est ce que je pense. Bah non, j'aurais trouvé ça très bien aussi. Mais justement, c'est pas des bourgeois en plus. Alors là où c'est Mickshot, c'est que c'est pas des bourgeois. Si. Justement, c'est juste un ex-député. C'est un ancien député. Non mais tu vois bien, juste avant ça te montre les favelas, oui, ça vit bien. Ça vit bien, évidemment. Ah bah oui. Mais c'est easy quand même. C'est pas la même chose. Justement, si tu veux parler d'un film un peu sur ça, tu as Monsieur Klein, qui est sur un mec qui est bourgeois et qui se fait dégager, etc.
Enfin voilà, et qui vit une vie horrible, etc. Enfin, c'est pas la même chose, globalement, c'est vraiment pas la même chose, mais bon. C'est juste un exécuté, c'est pas un bourgeois. Ah oui, c'est un bourgeois, ça d'accord. Mais tu sais, il y a ce truc, moi je suis d'accord avec Argolito pour une fois, faut être con pour pas aimer un film juste parce que c'est des bourgeois qui sont montrés en plus, tu vois. Et surtout là, leur combat, je veux dire, qu'ils soient bourgeois ou prolos, c'est pas la même chose, quoi. Non, je dis juste que, à mon avis, c'est parce que tu fais le wokiste là, tu suces parce que c'est brésilien et pas. Mais c'est faux, je m'a touché, c'est vraiment, c'est une dinguerie d'assumer comme ça des trucs. Je suis désolé, mais tu mens. Bah non, ça m'a vraiment touché. Je te jure, j'étais au bord des larmes. Ce genre de film, il est illustratif nul. Mais vraiment, hein. C'est pas un bon film pour moi. Hein. Le outfocus de Brivan, mais vraiment, il essaye de me outfocuser, c'est une dinguerie. Mais vraiment, ça m'a touché, quoi. C'est juste, ça m'a touché. Mais ça, oui, mais je parle dans la mise en scène. Bah oui, non, mais dans la mise en scène, pareil, je me suis dit, bah c'est peut-être qu'il y a des trucs. En fait, c'est pareil. C'est quoi dans la mise en scène qui te touche? Mais dans la mise en scène, je ne saurais pas le décrire. C'est juste qu'il y a un vrai truc où ça m'a touché dans son côté passer du point de vue de toute la famille et en même temps pas être perdu. Et ça, je me dis, c'est quand même quelque chose d'assez bien fait. Ça. Bah oui, non, mais c'est quand même aussi appuyé par les mises en scène. Parce que sinon, parce que le côté de pas se perdre, c'est quand même un truc qui est au niveau de la mise en scène aussi, quoi. Oui, d'accord. Bah, la mise en scène, c'est au lieu d'avoir le personnage à l'écran de la mère, t'as celui de la fille. Voilà. Mais tu me parlais du Jeunesse Printemps précédemment, et c'était précisément ça que tu disais aussi. C'est un documentaire. Oui, mais là, attends, l'esthétique de Je suis toujours là, c'est quand même une esthétique très documentaire aussi. Ça fait un film chiant, c'est une fiction. Mais et du coup, c'est impossible de faire une fiction qui emprunte l'esthétique documentaire. Bah non, c'est ça qui est bizarre. C'est une caméra épaule tout le temps. C'est une caméra épaule tout le temps à longueur de temps et t'as pas l'impression qu'il y a quand même un truc dans la mise en scène qui pourrait être intéressant à ce niveau-là. Pourquoi tu me compares Jeunesse Printemps, qui est un film tourné sur 5 ans dans les mêmes usines, avec un film de fiction? C'est pas Non, mais c'est juste que toi tu utilises l'argument de dire ce qui est intéressant dans le film, c'est que parfois il y a des discussions et tu vas être focalisé sur quelqu'un qui n'est pas dans la discussion. Bah là-dessus, il y a aussi un truc qui est similaire. Il y a pas ce mouvement de mise en scène là parce qu'il se passe de l'action vraiment notable dans le film. Ah non, justement, t'as des moments qui sont isolés. Là justement dans Je suis toujours là, t'as des moments qui sont isolés où tu comprends pas exactement ce qui se passe. Ça c'est un truc qui est plutôt marquant aussi dans le film, notamment vers le début. Elle est emprisonnée dans une prison et t'es juste avec elle. Non, c'est pas ça, c'est pas ce genre de scène là dont je parle justement. C'est une des scènes où notamment t'as le daron qui est en privé, où en fait justement tu comprends en même temps que la daronne ce qui se passe, puisque tu es un peu quand même souvent de son point de vue. Mais tu comprends un peu en même temps qu'elle ce qui se passe, et du coup tu te dis, il y a quand même ce truc, pardon j'ai vu l'image de Petit Duce, mais il y a quand même ce truc où tu ne comprends pas exactement ce qu'a fait le daron, tu vois, parce que tu sais pas si le daron est coupable ou pas. C'est un peu ça aussi, c'est que le film, moi là où... Il y a zéro ambiguïté sur le daron par contre. Hein. De quoi? Il y a zéro ambiguïté avec le daron par contre. Oui, t'as compris, tu vois, mais tu comprends progressivement. C'est ça le truc, quand même. C'est qu'il s'ajoute sur certaines esthétiques. Et en fait, tu passes d'un film où tu dis qu'a fait le daron, qu'est-ce qu'il a fait, à se dire mais peu importe ce qu'il a fait, on sent même. T'as compris ce qu'il a fait, mais tu dis mais peu importe, il ne mérite pas ça, tu vois. Que des trucs comme ça où ça vraiment ça joue avec tes émotions et tes sentiments, etc. et ta moralité qui, moi, m'a touché. Et en plus, avec un aspect émotion qui, perso, m'a touché. C'est pour ça, moi, parce que voilà, Petit Duce a mis son petit mème rigolo. Qui est certainement son ressenti à cette idée-là, et je me dis bon d'accord, pourquoi pas. Oh, l'image, elle est... il y a plus de mise en scène là-dedans que dans... Oh mais ta gueule. T'aimes juste parce que c'est Fury. Voilà, je vais utiliser les mêmes arguments de mauvaise foi que toi. T'aimes juste parce que c'est Fury et que t'es le wokiste, voilà. Et mais en fait, moi, c'est là où ça m'a... Parce que voilà, Petit Duce partage son truc, etc. Moi, là où ça me touche ce que tu dis, c'est que je me dis, mais t'as juste aimé parce que machin. Mais non, ça m'a vraiment touché. Ouais, je te trollais en vrai. Bah ouais, j'espère. Mais pour la mise en scène, je trouve ça vraiment pauvre. Hein. Bah écoute, c'est ton droit, t'as pas été touché. Non, okay. C'est pas mon droit, c'est que je... c'est pas mon droit, c'est la réalité. c'est la vraie réalité. Et tu parlais d'ambiguïté morale, pour le coup, il n'y a aucune ambiguïté morale, c'est des dissidents politiques progressistes de gauche face à la dictature politique. À partir du moment Bien sûr. où... Non mais ça... façon, plus, à partir du moment où tu vois une famille heureuse avec des progressistes de gauche dans une dictature militaire, tu dis ah bah le daron il va se faire enfermer. Bah qu'est-ce qui se passe? Le daron il se fait enfermer. Oui bien sûr. C'est logique. Mais en même temps tu te dis pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, etc. Tu rentres un peu dans ce piège là aussi de justement parce que c'est les réflexions de la daronne aussi, que de savoir ça et que de savoir qu'est-ce qu'il a fait, de savoir s'il est encore vivant aussi.
C'est quand même le truc. Bah, pas moi. Enfin, vraiment, Moi, je savais dès qu'il a été emporté, je me suis dit, oui, il va mourir. Mais en même temps, j'avais un peu, tu vois, cet espoir-là, intérieur, de me dire, est-ce qu'il est encore en vie? Peut-être, est-ce que c'est pas le plot twist qui va arriver plus tard, etc. Genre, que des trucs comme ça. De me dire, ça se trouve, il va sortir après, etc. C'est pas de l'ambiguïté morale. Ça revient à ce que tu disais avant avec le deuil au long cours. Oui, peut-être c'est pas ce terme-là, ambiguïté morale, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça a vraiment joué avec mes émotions et mes ressentis devant le film. C'est là où je trouve que le film est vraiment cool. Bah peut-être, mais peut-être parce que moi j'en ai rien à voir avec le personnage, donc j'ai pas ressenti ça. Bah écoute, c'est ton la seule scène séquence que je trouve vraiment réussie en termes de mise en scène, moi c'est celle où t'as les flics qui arrivent dans la maison, et là tout le montage, tout le jeu sur la longueur des plans, les regards en arrière-plan et tout ça, comment ils interagissent avec la maison. Ça, c'était vraiment bien. Et oui, peut-être que le film devient bien, et en fait, non. C'est ça, la manière de filmer la maison, globalement, ça m'a beaucoup plu aussi. Pareil, genre filmer les vides aussi par endroits. Alors, c'est une scène qui est très courte, hein, mais filmer les vides par endroits, c'était vraiment chouette. Filmer les endroits un peu clos, etc. Genre, c'est vraiment. Vraiment, c'est chouette, quoi. Il y a quand même un truc qui se passe, quoi. Je me dis, c'est pas tout est pas acheté, quoi. C'est. Quand même. Ouais, bah. Si j'étais tout seul dans la salle, j'aurais sorti mon téléphone, je pense. Bah écoute, mais c'est libre à toi, Mais j'ai pas sorti mon téléphone, j'ai subi le film. Ça vient d'où déjà Kubrick mes couilles? Je sais plus. Réalité. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bref, écoutez, faites-vous votre propre avis. Quand même, moi, je le recommande pas. Mais attendez qu'il sorte sur un VOD. Hein. Moi, je vous le recommande en tout cas. Et voilà. Bah, ne suivez pas. Je ne vous recommande pas la recommandation de